Ok, je crois que nous avons le direct. Chers frères et sœurs, auditrices et auditeurs de Radio PDCI RDA et de Radio Jacques Roger Chaud, émettant depuis les États-Unis, bonsoir. À vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et vous qui nous suivez à partir de nos radios partenaires en Côte d'Ivoire et à travers le monde entier. J'aimerais vous communiquer le plaisir et l'honneur que j'ai ce jour de recevoir un grand homme, un fils de la Côte d'Ivoire, né le 25 décembre 1973 à Boisseau. Il s'est révélé au monde entier lors du Forum ivoirien de la réconciliation le 16 octobre 2001, au cours duquel il s'est exprimé avec passion et courage au nom du Forum des élèves et étudiants libéraux de Côte d'Ivoire. En septembre 2002, il s'engage aux côtés de la rébellion, dont il sera un des leaders. Aujourd'hui député de Sirasso, réélu avec brio en 2016, malgré le rejet de sa candidature par son parti, le RDR, il préside un puissant mouvement, le Réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, qui se fait le porte-flambeau de la candidature du président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume. Honorable Soro Kanigui, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes en direct sur Facebook à partir de la page Radio PDCI RDA et que vous êtes également en direct sur Radio Afrique 2050 et Radio Jacques Roger Chaud qui émettent depuis les États-Unis pour la diaspora ivoirienne et africaine. Alors, il se dit que vous avez toujours été révolté par les injustices de la société et que vous avez toujours désiré consacrer votre vie à défendre les faibles et les opprimés, et que malheureusement, ayant souhaité devenir avocat, vous avez été orienté contre votre gré à la faculté de criminologie. De nombreux leaders estudiantins, dit-on, n'ont pas terminé leurs études. Alors la première question, honorable Soro Kanigui, avez-vous terminé les vôtres et quel est votre statut aujourd'hui? Merci beaucoup. Je constate que vous êtes bien renseigné sur ma personne. Merci beaucoup à tous vos auditeurs. Merci à l'ensemble de la communauté ivoirienne qui vit aux États-Unis et surtout à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens qui nous écoutent en ce moment. Alors, je peux vous dire que c'est vrai, à l'instar des hommes de ma génération, je peux dire que je ne suis pas allé au bout de mes études comme je l'aurais voulu. Je me suis arrêté au niveau maîtrise de criminologie, maîtrise que je n'ai même pas encore validée, ça il faut le noter, du fait de la guerre. Mais je peux vous dire qu'actuellement, je suis réinscrit et que je compte poursuivre mes études, même si j'avais souhaité, comme vous l'avez dit, être juriste et surtout avocat dans ma vie. Voilà. Bien. Alors, le mouvement que vous dirigez se nomme Réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, le RACI. Alors, tout en vous donnant l'occasion de présenter un peu votre mouvement, j'aimerais vous demander, honorable, qui sont donc les ennemis de la Côte d'Ivoire? Qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire? Bon, on espère qu'il n'y a pas d'ennemis de la Côte d'Ivoire, mais ce que nous pensons, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de patriotisme et d'engagement pour notre pays. Il faudrait que les uns et les autres puissent mettre leur ego de côté pour se consacrer un tant soit peu à la défense de notre pays, à la grandeur de notre pays. C'est pour ça que nous parlons d'amis de la Côte d'Ivoire, sinon nous ne soupçonnons personne de détester ou encore moins d'être ennemi de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et le RACI, en quelques mots, si vous pouvez nous présenter votre mouvement, votre organisation. Oui, le RACI est né le 11 et 12 octobre 2013 à l'initiative de cadres
l'administration publique et privée, de députés, maires, de toutes tendances confondues. Nous avions créé le RACI dans un contexte où il y avait encore des attaques sporadiques contre les checkpoints des forces des FRC. Et nous avons estimé qu'il fallait contribuer à l'apaisement en créant une plateforme qui permettrait, indépendamment de nos partis politiques respectifs, de pouvoir nous parler. Parce que, voyez-vous, quand nous sommes sortis de la crise, toutes les missions qui se sont faites dans le cadre de la réconciliation nationale avaient un problème. Moi, je vous donne un exemple. Je suis allé dans le cadre d'une mission de mon parti à Dabou. Quand nous sommes arrivés, la salle était pleine à craquer, mais nous avions essentiellement affaire à des militants de mon parti, notamment le RDR. Et je me suis interrogé sur l'impact d'une telle mission. Parce que si vous allez en mission pour parler de paix et d'apaisement et que vous parlez à vos propres militants, c'est comme vous parlez à vous-même. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai estimé qu'il fallait, sur la base de mes relations personnelles, contacter des amis qui appartiennent à d'autres bords et eux aussi les inciter à contacter leurs amis d'autres bords, de sorte à ce que nous puissions mettre une plateforme qui pose réellement le problème de la Côte d'Ivoire. D'où la dénomination réseau des amis de Côte d'Ivoire au départ. Parce qu'il fallait mettre toutes nos amitiés en réseau pour pouvoir tenter de résorber la crise ivoirienne et laisser un peu les partis politiques de côté. Voilà comment le RACI est né. C'était juste pour apporter notre contribution à l'apaisement et le retour de la paix dans notre pays. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'adhérents que vous revendiquez? Oh oui. Écoutez, nous avons fait un dernier conclave pour ceux qui ont pris les cartes de membres RACI. Pour ceux qui ont pris les cartes de membres RACI, nous sommes à 17 000 personnes qui ont pris les cartes. Il faut noter que au départ, pour prendre la carte du RACI, il fallait quand même, l'accès était un peu difficile parce que il y avait des conditions strictes d'adhésion, notamment les élus en 2013 pour pouvoir adhérer au RACI. Il fallait une photo d'identité, une photocopie de la pièce d'identité et 51 500 francs pour pouvoir faire partie du mouvement. Pour le citoyen ordinaire, il fallait une photo d'identité, une photocopie de la pièce d'identité, plus 6 500 francs pour faire partie de la carte, pour faire partie du mouvement. Pour la simple raison qu'au départ, nous ne voulions pas un grand nombre. Nous ne voulions pas un grand nombre de personnes, nous voulions tout simplement des hommes engagés, déterminés, et nous ne voulions pas forcément être soumis à la poche de quelqu'un d'autre. Nous ne voulions pas, on n'attendait pas forcément le financement de qui que ce soit pour lancer le projet. Donc, ce sont ceux qui voulaient contribuer au projet qui étaient admis à l'intérieur de la structure. Il y a seulement un an, disons 2017, que ces taux de cotisation ont été suspendus. Donc, dorénavant, pour adhérer au mouvement, il faut une photo d'identité, une photocopie de la pièce d'identité, plus 1500 francs pour la confection de sa carte de membre. Donc, il y a seulement un an qu'on a rendu le RACI un peu plus populaire. Sinon, au départ, c'était des gens essentiellement qui voulaient contribuer à l'avancement du mouvement. Voilà, donc aujourd'hui, le RACI a 17 000 personnes qui ont pris la carte de membre. OK. Alors, parlons de votre parcours politique et de votre amitié avec le président Soro Guillaume. Quand est-ce que vous rencontrez le président, enfin, quand est-ce que vous rencontrez l'homme Soro Guillaume et d'où part cette amitié qui vous lie? Écoutez, moi, je suis comme
tout autre jeune Ivoirien, j'ai connu Guillaume Soro à l'université quand il était secrétaire général de la FESI, mais je n'étais pas forcément un de ses proches collaborateurs, je n'étais pas un de ses amis non plus. J'étais étudiant, je l'admirais, il était notre secrétaire général. J'étais militant de la FESI, militant de base de la FESI. Je n'ai jamais milité dans les organes supérieurs de la FESI. J'ai plutôt fait mon parcours au sein du RDR, de la jeunesse du RDR, et jusqu'en 2001, après le forum de réconciliation nationale, quand j'ai été agressé, c'est de là par ma collaboration directe avec le président Guillaume Soro, qui lui était maintenant en exil. C'est là que je peux dire que notre collaboration est véritablement partie. Et quand il a revendiqué la rébellion de 2002, je l'ai rejoint dans la rébellion. Et c'est à partir de ce moment-là que notre collaboration s'est intensifiée. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Sinon, au départ, je peux dire qu'on n'était pratiquement pas ni des frères, comme certains le disent sur les réseaux sociaux, ni des amis proches. Voilà. Alors, on va peut-être dire un mot sur la rébellion avant de venir à l'actualité. Vous avez été un des responsables, un des dirigeants de cette rébellion. Aujourd'hui, avec le recul, quel est le bilan que vous faites de la rébellion? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Écoutez, pendant que la situation est devenue plus calme, je pense que quand on a été acteur d'une telle rébellion, c'est un sentiment un peu mitigé. Le premier, c'est forcément une rébellion génère des dégâts. Et quand on a été acteur d'une telle rébellion et qu'on pense à ces dégâts, forcément à des décès, il ne peut qu'y avoir de la tristesse par rapport à tous ceux qui sont morts dans tous les camps, par rapport à tous ceux qui ont perdu leur bien matériel. Et à un moment donné, on peut se demander s'il n'avait pas été possible de trouver d'autres options pour régler les problèmes. Bon, la crise ivoirienne est telle que tous les acteurs politiques, à un moment donné, ont joué un rôle nocif dans la vie de notre pays. Je pense qu'en prenant la responsabilité d'aller dans une rébellion, c'est aussi pas forcément une très bonne chose. Ceci dit, ça a permis quand même de régler un certain nombre de problèmes, notamment les questions liées au débat sur la nationalité, à la question de l'ivoirité, et bien d'autres questions, les questions de candidature, notamment la candidature du président Alassane Ouattara. Ça permet de régler ce problème de crispation avec la compréhension des acteurs politiques à un moment donné, je veux dire à partir de 2007. Alors, quand on a contribué aussi donc à une rébellion et que ceux qui hier étaient considérés comme des victimes sortent de l'étau dans lequel ils étaient, on peut à des moments donnés aussi avoir ce sentiment de fierté d'avoir contribué à ce dénouement-là. Donc c'est beaucoup plus un sentiment confus qui nous anime. Aujourd'hui, en réalité, moi personnellement, je suis révolté. Je suis révolté parce que je me dis que quand on prend une décision aussi difficile d'avoir recours aux armes pour régler des problèmes et que ces problèmes sont réglés, je pense qu'on devait pouvoir obtenir un changement notable dans la conduite des affaires de l'État. Je regrette parfois de constater que ce que nous avons décrié hier persiste et à partir de ce moment, bon, nous-mêmes en tant qu'acteurs, on est un peu blessés à l'intérieur, on se demande si c'était nécessaire que nous salissions notre image, que nous prenons autant de responsabilités. Mais une histoire est une histoire, il faut l'assumer et puis il faut avancer. Alors, ça me donne l'occasion de vous demander quel bilan vous faites de l'action du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Un bilan personnel. Je pense personnellement que ce n'est pas un bilan mauvais du point de vue de la relance économique du pays,
du point de vue de la stabilité, des efforts ont été faits. Ça, il ne faut pas faire de la politique politicienne. Le président de la République a fait ce qu'il peut. Il a fait ce qu'il peut. En très peu d'années, le pays a été relancé du point de vue économique. Les investisseurs sont revenus. Du point de vue diplomatique, le pays se repositionne dans le concert des nations, occupe sa place de leadership. Dans quelques jours, la Côte d'Ivoire va présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont des éléments à mettre à son actif. Je pense que le président a eu deux problèmes. Le premier problème, c'est au niveau de la réconciliation nationale. Et à ce niveau, je pense que des décisions courageuses l'attendaient pour réconcilier les Ivoiriens. Ces décisions ne sont pas arrivées toutes, mais avec tout récemment la libération des prisonniers politiques, je pense que c'est un geste fort du président qu'il faut saluer et espérer qu'il puisse continuer dans cette voie. Ensuite, je pense que du point de vue social, les choses n'ont pas véritablement évolué. C'est vrai que nous avons la croissance, mais la majeure partie des Ivoiriens continuent de se plaindre de la paupérisation et je pense que beaucoup d'efforts restent à ce niveau à faire. Mais en ce qui nous concerne au niveau du racisme, nous pensons que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, la paix est primordiale, le rassemblement est nécessaire et il faut y consacrer beaucoup plus d'efforts pour que les Ivoiriens ensemble se sentent concernés par la vie de la nation. Alors, honorable, vous avez été élu député de Sirasso à 2 reprises. D'abord, j'aimerais vous donner l'occasion de présenter un peu Sirasso et de dire c'est où, pour ceux qui ne connaissent pas bien, qui n'ont pas une bonne géographie de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous permettre de faire un bilan de votre action en tant que député, votre action au Parlement, donc pour les Ivoiriens, et puis aussi pour le bilan de votre action pour les populations qui vous ont élus. D'accord, merci beaucoup pour l'opportunité, cher frère. Alors, Sirasso, je suis le député de 3 sous-préfectures, Kanroba, Nafour et Sirasso, communes et sous-préfectures. Ce qui lie les 3 sous-préfectures, c'est que nous sommes un sous-groupe sénéfo qu'on appelle le CAFIG. Et Sirasso, qui est pratiquement le chef-lieu donc, du CAFIG, est à 65 km de Korogo, donc fait partie du département donc, de Korogo. Et c'est une zone agricole, foncièrement agricole, enclavée, parce que les voies qui mènent donc au CAFIG sont des voies totalement détruites. Et pour cette raison, je peux vous dire que le peuple du CAFIG a apporté tout son soutien pendant ces vingtaines d'années de lutte du RDR, a apporté son soutien à Alassane Ouattara. On parlait de frustration tout à l'heure. Le peuple sénéfois en général et le peuple du CAFIG, à un moment donné, dans la gestion des affaires de l'État, a pensé que Sirasso était oublié et a pensé que le président Alassane Ouattara était donc l'espoir pour le peuple du CAFIG. Cet espoir est devenu plus grand quand en 2000 et même en 2010, au cours de la campagne présidentielle, le président Alassane Ouattara a promis, donc au cours d'un meeting à Sirasso, de bitumer toutes les voies qui mènent donc à Sirasso et qui traversent pour aller à Diara, parce qu'il faut dire que Sirasso fait frontière avec Diara. Ensuite, que tous les villages allaient être électrifiés. Que les questions d'eau, d'électricité allaient être résolues. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un peu une sorte de désespoir qu'il y a dans le peuple du CAFIG, parce que les voies ne sont pas bitumées. L'élection de Sirasso en département est restée lettre morte. Et c'est seulement maintenant que des poteaux sont en train d'être plantés dans un certain nombre de villages. Je peux vous dire que sur la cinquantaine de villages de l'ensemble de la circonscription, jusqu'en 2016, de 2011 en 2016, il y avait seulement que 3 villages qui ont été électrifiés. Donc, sur
la cinquantaine de villages. Bon, depuis quelques mois, un certain nombre de villages sont en train d'avoir des poteaux. Donc, on espère que ces poteaux-là, enfin, que l'électricité va venir. Mais les populations de Serasso, chaque fois qu'elles ont reçu une délégation, notamment le plus illustre des autorités, la plus illustre des autorités qui est arrivée tout récemment, c'est le Premier ministre. Et les populations lui ont encore rappelé, c'est l'élection de Serasso en chef-lieu de département et que les voies soient bitumées. C'est vraiment la principale attente de nos populations. En ce qui me concerne, je suis député comme tout autre député de Côte d'Ivoire. Je sais que j'ai 3 fonctions principales. La première fonction d'un député, c'est sa fonction législative, c'est de voter les lois, et ce que je fais d'ailleurs. Ensuite, c'est sa fonction représentative de représenter les populations. Ce que je fais aussi en faisant en sorte qu'à chaque forum, à chaque occasion, que je puisse faire remonter les préoccupations de nos populations. Je peux même vous dire que jusqu'à une date récente, je produisais trimestriellement des rapports que j'adressais au bureau de l'Assemblée nationale et que je déposais aussi dans certains ministères dont les problèmes enfin, des ministères qui devaient intervenir dans certains domaines dans la circonscription. Ensuite, j'ai une fonction de contrôle de l'action gouvernementale. À ce titre aussi, les quelques projets qu'il y a dans la zone, notamment les constructions d'établissements, parce que ça aussi, il faut noter que des établissements scolaires et secondaires ont été construits. Les questions de maternité, les maternités qui ont été construites. Je fais régulièrement des tournées dans ma circonscription pour constater ces travaux. Et à la suite, je fais des séances de travail avec les différents sous-préfets, avec le préfet de région, et je produis des rapports adressés aux différents ministères de tutelle, comme je l'ai dit. C'est le travail des députés. Et puis, bon, comme vous le savez aussi, les populations souvent nous sollicitent. On n'a pas ça dans notre budget, mais on essaie de faire ce qu'on peut, une mission d'assistance, mais ce n'est pas une mission officielle. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors vous avez de nombreux admirateurs, je dirais, hein, qui vous suivent en direct de Radio Jacques Roger Show, Radio Afrique 2050, et puis aussi sur les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais rapidement dire bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Facebook. Bonjour à M. Steven Ekra, Mathias Yao, Adèle Oulaï, Stéphane Gobé. Vous voyez que l'audience est diversifiée. Hein? Il n'y a pas vraiment de rattrapage. Je les salue aussi. Hein? Merci. Alors, Massa Kone, Francis Log, Amouenzi et tous ceux qui nous suivent depuis Facebook. Alors, honorable, avant de venir à l'actualité, j'ai quand même une question qui me trottine dans l'esprit. Pendant le forum de réconciliation nationale, vous avez été très admiré. Hein? Vous avez traité Charles Blé Goudé d'assassin, de dictateur, et vous l'avez accusé d'avoir fait brûler sa chambre d'étudiant pour accuser le pouvoir du président Bédié. Alors, depuis lors, après 2001, après 2002 même, je dirais, est-ce que vous avez revu Charles Blé Goudé et quels sont vos rapports avec le ministre Charles Blé Goudé jusqu'à aujourd'hui? Merci pour la question. Alors, vous savez que je suis, vous l'avez dit un peu dans la présentation, je suis quelqu'un qui ne court pas forcément derrière le titre ni la fortune. Je suis quelqu'un qui veut être en paix avec ma conscience. Donc, à chaque étape de ma vie, j'essaie de dire exactement ce que je pense, ce dont je suis témoin. C'est d'ailleurs pour cette raison que je prends aussi la responsabilité, encore, pour une fois, après avoir fait une rébellion, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, d'être l'avant-garde de la revendication d'un certain nombre de choses. Alors, à l'époque, effectivement, je pense que le frère Blé Goudé avait posé des actes contraires à la cohésion, contraires à l'état de droit, contraires à un certain nombre de principes qui étaient miens. Alors, je pensais qu'il fallait le dénoncer. Je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. Ça m'a coûté ce que ça devait me coûter. Ce que tout le monde sait, c'est le Forum de réconciliation nationale.
je maintiens que ce que j'ai dit au Forum de la réconciliation nationale était ma part de vérité. Mais après, les choses se sont améliorées. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, les choses se sont améliorées en pleine crise. Nous étions dans la rébellion, mais nous étions quand même en contact avec nos frères qui étaient au sud, qui étaient engagés auprès du président Laurent Gbagbo. Et pendant que on menait la lutte, en même temps, je pense que dans chaque côté, on pensait au dénouement donc, de cette crise. Donc, dans cette perspective, le président Guillaume Soro, à l'époque secrétaire général des Forces Nouvelles, est allé signer l'accord de Ouagadougou avec le président Laurent Gbagbo. Et quand l'accord a été signé, le président, le ministre Bligoudé a parcouru la zone. Et à partir de ce moment-là, nous avions repris contact. Et nous avons décidé de taire les querelles du passé et de chercher à sortir notre pays de la crise. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Blé est là où je ne certainement pas maintenant voulu qu'il soit. C'est vrai qu'à l'époque, je le dis, face aux actes que je constatais, je réclamais qu'il soit jugé. Mais aujourd'hui, par rapport à la paix, par rapport au processus de réconciliation, je suis de ceux qui pensent qu'il a un grand rôle à jouer dans la réconciliation nationale. Donc, de temps en temps, je suis en contact avec ses proches collaborateurs. Nous réfléchissons sur tous les actes nécessaires pour sortir notre pays de la crise. Voilà. Honorable, est-ce que vous pensez sincèrement que autant Soro Guillaume et Laurent Gbagbo ont pu mériter d'être confrontés à la justice, qu'elle soit nationale ou internationale, autant vous et Soro Guillaume méritez d'être confrontés à cette même justice? En toute sincérité. Oh, écoutez, je pense que de ce point de vue-là, et c'est une des raisons fondamentales qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, il faut aller à la paix. Parce que ce n'est même pas, si on doit prendre ça sous cet angle, ce n'est même pas le président Gbagbo ou le président Guillaume qui doit être face à la justice. Parce que bon nombre, pour ne pas dire que tous les acteurs politiques presque importants de notre pays doivent se retrouver devant la justice parce que plus ou moins les uns et les autres ont posé des actes qui ont directement ou indirectement fauché, déstabilisé notre pays. Donc, dire que le président Guillaume n'est pas répréhensible, ce serait très subjectif. Mais par contre, je pense que nous sommes tous coupables de ce qui est arrivé à notre pays. C'est pour la raison pour laquelle je pense qu'il faut que nous prenions toutes les dispositions. Si les autres sont libres de leur opinion, de leur déplacement, il faut qu'ensemble, nous conjuguions les efforts pour que le président Gbagbo, que le président Bligoudé puisse être également libéré et que nous puissions trouver une solution durable à la crise ivoirienne. Voilà ce que je pense. Il ne faut pas réduire cette situation et à Gbagbo et à Guillaume Soro. Ils sont tous responsables. Je pense d'ailleurs que les deux ont été plus courageux que beaucoup d'entre les acteurs politiques ivoiriens. Voilà. Alors, parlant du président Gbagbo, vous avez dit, j'aimerais retrouver dans mes notes la substance exacte de vos propos. Je ne sais pas si je peux le faire, mais vous avez dit que un pouvoir qui se respecte devrait pouvoir protéger ces populations. Est-ce que vous pensez avec le recul que Laurent Gbagbo n'a pas su protéger la population ivoirienne de votre rébellion? Je pense forcément qu'il y a eu des failles. Je suis vraiment mal placé pour dire qu'il n'a pas su protéger le peuple ivoirien contre la rébellion. Je pense plutôt que à un moment donné, une bonne partie de la Côte d'Ivoire
se sentaient frustrés, ne se sentaient plus dans l'État. Et quand c'est comme ça, aucune disposition ne peut permettre d'éviter les événements. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pour ça que tout dirigeant doit éviter de frustrer de jour en jour ces populations, parce qu'à un certain niveau de frustration, quelles que soient les dispositions que vous prenez, vous ne pouvez pas empêcher les populations de manifester ou une partie de la population de manifester sa colère. C'est ce qui est arrivé au président Gbagbo et c'est ce que je crains. Si nous ne prenons pas toutes les dispositions pour que l'ensemble des Ivoiriens se sentent dans l'État, que l'ensemble des Ivoiriens se sentent vraiment amoureux de leur pays et qu'on se réjouit du malheur des autres, bien évidemment, il faut craindre qu'un jour, ce qui est arrivé au président Gbagbo arrive encore à notre pays, c'est que personne ne souhaite. C'est que personne ne souhaite. Dans tous les cas, comme le président Guillaume l'a dit, nous avons déjà goûté à la rébellion, on a assumé nos rébellions, mais on n'en assumera plus de toute notre vie. Et nous pensons qu'il faut travailler plutôt à consolider la Côte d'Ivoire, à mettre les Ivoiriens ensemble. Et je pense que l'erreur que le président Gbagbo a commise, il ne faut pas qu'un régime encore tombe dans la même erreur. Voilà ce que je pense. Il a peut-être pris sûrement des dispositions sécuritaires de défense, il a sûrement pris, mais le mal était à l'intérieur. Le mal n'était pas à l'extérieur, il était à l'intérieur. Une bonne partie de la population était frustrée. L'art de la politique doit être de rassembler et non de diviser. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Alors, lors de votre lors du 5e conclave du RACI, les Ivoiriens ont pu observer une participation très remarquée du PDCI-RDA. Alors, j'ai envie de vous demander quels sont vos rapports personnels et quels sont les rapports du RACI avec le PDCI-RDA et le président Rikonan Bédié aujourd'hui. Avant d'aborder cette question, je voudrais personnellement et au nom de l'ensemble des membres du RACI dire merci au président Bédié. Dire un grand merci au président Bédié qui vraiment se comporte chaque jour comme un père de famille. C'est vrai, j'ai fait partie de ceux qui ont combattu l'ivoirité qu'on lui a attribuée. Ça, il ne faut pas le nier. Mais je pense que le président Bédié, d'abord, n'a pas résisté, n'a pas cherché à résister aux événements de 99. Cela sûrement permet de maintenir l'État. Ensuite, le président Bédié, je pense qu'au fil des années, est devenu beaucoup plus conscient du rôle fédérateur qu'il doit jouer en Côte d'Ivoire. Et donc, depuis, il a lui-même qui devait chaque jour se constituer en victime, ayant été victime d'un coup d'État, il s'est mis au-dessus. Il s'est mis au-dessus. Il s'est positionné comme un protecteur de tous les Ivoiriens et même ceux qui, à des moments donnés, ont posé qui lui ont fait du tort. Donc, le président Bédié, dans cette perspective, a non seulement pratiquement rapproché Guillaume Soro de lui, le conseille assez régulièrement. Ensuite, il s'est réconcilié avec le président Ouattara et ils ont pu mettre le RHDP sur pied. Et aujourd'hui, il est au feu au moulin pour réconcilier le FPI et toutes les parties ivoiriennes et les fédérer autour de la Côte d'Ivoire. Et dans cette perspective-là, il apporte régulièrement son soutien au président Guillaume Soro et à nous-mêmes. Je peux vous dire qu'il nous a reçus à plusieurs reprises à Daoukro pour nous donner des conseils. Et je pense que c'est grâce à ces conseils avisés que, par exemple, quelqu'un comme moi, qui n'avait pas été retenu par le RHDP en 2016, a décidé d'envoyer sa victoire à mon parti d'origine à l'époque, le RDR, et à rester quand même dans le groupement politique qui était le RHDP à l'époque. Ensuite, quand Koyon a été assassiné,
Il nous a accordé une audience, il nous a prodigué de sages conseils. Il a dit qu'il sait qu'on avait mal, mais qu'il fallait modérer nos propos, il fallait modérer notre posture et que de toute façon, il fallait que nous agissions en intelligence avec les autres forces ivoiriennes pour que on puisse régler un certain nombre de problèmes pacifiquement. Ce qui a fait que nous avons tempéré notre posture et pratiquement 5 mois après la réquisition du corps, Cognon a été restitué. Il est en contact permanent, comme je vous l'ai dit, avec le président Guillaume. Je suis également en contact avec le président, le secrétaire général du CAWE et bien d'autres, notamment, comment il s'appelle, celui qui est intervenu tout récemment au conclave du RACI, au Camaraté. Donc, je suis en contact avec la direction du PDCI. Nous nous parlons assez couramment. Donc, en tout cas, je tiens à vous dire merci. Vous avez vu l'importante délégation de plus de 15 membres venus au conclave du RACI. Pour nous, c'est du respect. C'est du respect. Et comme je l'ai dit, c'est de ce respect-là que nous, jeunes Ivoiriens, jeunes cadres Ivoiriens, avons besoin. On n'a pas besoin de mépris. On n'a pas besoin de rejet. Nous sommes conscients qu'à des moments donnés, nos verbes sont piquants, nos propos sont inacceptables pour d'autres. On n'est pas contre les critiques, mais nous pensons que nous sommes des citoyens ivoiriens qui sommes libres de nos opinions, qui devons aussi donner notre avis sur la conduite des affaires de l'État et que par rapport à ça, si nous nous trompons, on peut nous dire gentiment que nous nous sommes trompés. Mais là où ailleurs on nous a servi le mépris, le président Bédié nous a accueillis et essaie de nous donner des conseils et ça, on ne peut pas le cacher, on doit dire et au président Bédié, au PDCI, un grand merci. Alors, j'ai envie de vous demander quels sont vos rapports. Donc, je dis, quel est votre statut aujourd'hui au RDR? Êtes-vous militant du RDR? Avez-vous une responsabilité au sein du RDR? Et puis, est-ce que le RDR a été invité à votre conclave? Nous avons invité tous les partis politiques ivoiriens au conclave du RACI, notamment le RDR. La direction du RDR n'a pas répondu. Bon, elle ne nous a rien dit également. On ne sait pas pourquoi, on espère qu'elle nous répondra certainement, ou bien peut-être qu'elle était empêchée, on ne sait pas. Mais en tout cas, en tant que militant encore de ce parti, j'aurais aimé voir le RDR participer à ce conclave. Parce que je vois quand même le RDR participer aux activités d'autres mouvements, notamment sur le chemin de Oufoué-Boigny de Adjoumani, qui sont des groupes, des mouvements issus d'autres forces politiques. Donc, nous, on s'attendait à ce que, pareillement, le RDR puisse participer à notre conclave, mais malheureusement, le RDR a préféré certainement ne pas venir ou bien bon, c'est un oubli, on ne sait pas. En ce qui me concerne, je demeure membre militant du RDR puisque je n'ai pas démissionné. Je suis commissaire politique du RDR donc de Sirasso. Je n'ai pas encore démissionné. Je suis à mon poste à la demande du président Guillaume Soro. Ça, il faut que je le précise. Et en suivant aussi le conseil du président Bédié, comme je l'ai dit. Donc, je n'ai pas démissionné de mon poste. Je suis là. Je suis membre du groupe parlementaire RDR. Je continue d'être membre de ce groupe parlementaire à la demande là aussi du président Guillaume Soro principalement. Et même, bon, il faut dire que pour être franc avec vous, dans la tête, je suis un homme parti. Voilà, ça, je vais être très franc avec vous. Je ne parle pas des autres, je parle de Soro Kadege Mamadou. Je ne me sens plus dans la case pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en réalité, la case n'existe plus. La case n'existe plus. Je suis quand même un intellectuel. Il y a un certain nombre d'éléments qui me permettent de dire que la case n'existe plus.
la secrétaire générale Kandia Kamara, au cours de la campagne municipale a dit, non, je crois que c'était à Kasséré, a dit que le président Alassane Ouattara a créé son parti politique et que c'est l'unique parti politique qu'il a créé. Elle a bien précisé que c'est l'unique, c'est maintenant qu'il a créé son parti politique et qu'il faut que tout le monde s'intéresse à ce parti politique. Du moment où la personnalité principale donc, du RDR, la secrétaire générale, dit que le président de la République a créé son parti politique, donc de deux choses l'une. Soit elle est dans un parti différent du parti du président Alassane Ouattara, soit elle est dans ce parti, mais blague la base de l'existence d'un parti qui n'existe plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu es dans une famille et qu'on te rejette, à un moment donné, il faut reconnaître que ta présence n'est plus acceptée par cette famille-là. Et à partir de ce moment, il faut savoir, en tant que grand garçon, se débrouiller dans la vie. Moi, la nature a fait que j'ai appris à me débrouiller. Je le dis à tout le monde. Je suis né à 4 ans, j'ai eu le handicap. À partir de ce moment-là, j'ai appris à me débrouiller dans la vie. Je me bats dans la vie. J'avance et mes opinions, je les assume. Donc, en dehors de la politique, j'apprends à me battre. Ce n'est pas dans la politique que je vais me rendre prisonnier de qui que ce soit. Alors, donc, pour moi, dans la tête, je suis un homme parti, pour être honnête. Voilà. OK. Alors, la dernière partie de cette interview, très intéressante, hein, que j'ai beaucoup de plaisir à animer avec vous, va porter sur 2020. Que pensez-vous, encore une fois en toute sincérité, d'une candidature du président Bédié? Est-ce que j'ai pas bien entendu la question? Je disais, je souhaitais avoir votre opinion concernant les rumeurs d'une candidature du président Bédié. Quelle serait votre opinion, quelle serait votre position si le président Bédié venait à être candidat pour les élections de 2020? La Constitution ivoirienne lui donne le droit d'être candidat. Nous sommes des citoyens ivoiriens, nous avons voté cette Constitution. Et du moment où nous l'avons voté, il faut éviter de prendre des postures d'exclusion. Donc, à partir du moment où la Constitution autorise qu'il n'y ait plus de limitation du mandat présidentiel, de limitation d'âge concernant le mandat présidentiel, à partir de ce moment, on ne peut pas dire, reprocher au président Bédié de nourrir des ambitions, que ce soit vrai ou faux, parce que le président Bédié lui-même ne l'a pas encore dit, mais il est citoyen ivoirien, quel que soit son âge, il peut être candidat. D'ailleurs, c'est pareil pour tous les Ivoiriens, au-delà du président Bédié. Maintenant, s'il est candidat, c'est au peuple ivoirien d'apprécier. Je ne suis pas de ceux qui va dire non, tel doit être candidat, tel doit pas être candidat. La loi est votée, il faut qu'elle s'applique à tout le monde. Voilà. Bien sûr. Et peut-on envisager un ticket Bédié et Soro? C'est aux deux de voir. Ça, je ne peux pas avoir la prétention de discuter de ces choses-là. C'est au président Bédié, au président Soro d'apprécier cette situation. Ils sont en contact. On ne peut pas avoir la prétention de savoir tout ce qu'ils se disent. Il faut laisser les choses avancer. Je pense que dans un premier temps, s'agissant du racisme, nous on travaille à faire en sorte que le président Guillaume Soro ait les arguments politiques de briguer la présidence de la République. Nous allons travailler d'arrache-pied de sorte à ce que le président Guillaume, quelle que soit sa configuration, soit présidentiable en 2020. Maintenant, au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'il faut continuer dans la perspective de la stabilisation définitive de notre pays. Le groupement politique RHDP a aidé de 2010 à maintenant à donner une relative stabilité à notre pays. Ça, il ne faut pas le nier. Et je pense que tous les acteurs politiques ne doivent pas fermer la porte. Ils doivent travailler à
à la mise en place de plateformes élargies de gouvernance. Ça, c'est aussi important. Donc, il appartient dans un premier temps à chaque acteur de travailler à s'implanter sur le terrain pour être un acteur représentatif et pour pouvoir lui-même briguer. Et puis après, dans l'intérêt du pays, s'il est nécessaire que des alliances se fassent, à partir de ce moment-là, on étudiera ces alliances. De mon point de vue personnellement, il faut que le PDCI continue de s'organiser, que le président Guillaume Soro s'organise, que les différentes forces intéressées par la stabilisation définitive de notre pays s'organisent et que très rapidement, on puisse mettre les règles du jeu en place et que nous puissions regarder dans quelle mesure 2020 ne soit pas une autre catastrophe pour notre pays et que ce soit une continuité de stabilisation durable. Voilà. Alors, je pense qu'il est clair aujourd'hui que le RACI sera incontournable pour les élections de 2020. Et donc, parlant d'alliance, est-ce qu'il est aussi possible d'envisager une quelconque alliance ou un rapprochement entre le RACI et le Front populaire ivoirien, par exemple? Ce qui nous intéresse au RACI, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui vraiment nous intéresse au RACI, très sincèrement, c'est la Côte d'Ivoire. Nous voulons tourner le dos aux décennies de crise, de guerre, de sang, de sueur, de pleurs. Nous voulons construire la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que quand le président Guillaume Soro, à chaque sortie, prend le courage, demande pardon. Hier, il a encore fait chez Feu Aboudraman Sangaré. Nous, ça nous réjouit énormément. Parce que, comme je l'ai publié sur ma page ce matin, il faut laisser naître, il faut laisser pousser dans nos champs de haine de l'amour. Il faut laisser de côté, il faut réussir à amortir nos douleurs et il faut laisser émerger l'espérance pour les générations futures, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et dans cette perspective-là, nul ne doit être banni. Nul ne doit être banni. Et donc, je pense que ce soit le PDCI, que ce soit le FPI, que ce soit le RDR, nous, au RACI, on veut travailler avec tout le monde. Mais il faut que cela se soit fait en intégrant comment on appelle l'amour entre nous, en faisant en sorte que ce qui prime, ce soit la Côte d'Ivoire, sans volonté de domination d'un groupe sur un autre, sans volonté d'hégémonie communautaire. Il faut faire en sorte que les Ivoiriens, qu'ils appartiennent au nord, qu'ils soient du sud, qu'ils soient du centre, qu'ils appartiennent à des partis politiques, disent que le plus important, c'est de travailler pour la grandeur de notre pays. Alors, dans cette perspective-là, ça ne nous gênerait pas de travailler avec le FPI, comme nous travaillons déjà avec le PDCI en quelque sorte. Comme aussi, nous ouvrons la main au RDR. Voilà. Enfin, le RDR ou le RADP, je ne sais pas. Alors, avant-dernière question honorable, on parle de plus en plus d'un prochain remaniement au niveau du gouvernement. Quelle serait votre réponse si le président Ouattara vous faisait appel dans son gouvernement? Le président Ouattara et son premier ministre vous faisaient appel dans leur gouvernement. Moi, ministre, pardonnez, il fait un jour encore, ne me faites pas rêver. Pour le moment, ce n'est pas, c'est le dernier de mes soucis. Pour le moment, c'est le dernier de mes soucis. Je vous l'ai dit, je ne cours pas derrière la fortune, je ne cours pas derrière les postes. Je veux juste avoir la possibilité, moi aussi, de participer à la construction de mon pays en donnant mes opinions, en faisant en sorte que les Ivoiriens partagent mes préoccupations et cela avec les amis qui sont avec moi au RACI. Donc, c'est actuellement moi ma préoccupation. Pour le reste, je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis vraiment pas pressé. Les postes ministériels, à aucun moment, je ne pense même à ça. Voilà. Ce n'est même pas mon souci.
Honorable, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais me permettre d'insister. Quelle serait votre réponse si cela se présentait, si on vous demandait d'être ministre du gouvernement ivoirien? Le président Ouattara n'a pas à me demander, dans la perspective de la formation d'un gouvernement, il n'a pas à me demander si je dois être ministre ou pas. Guillaume Soro, c'est mon leader. S'il arrive à convaincre Guillaume Soro, c'est à Guillaume Soro de dire qu'Adili va faire telle mission, va faire telle autre chose. Je n'ai pas l'âme d'un traître. Je ne trahirai jamais Guillaume Soro. Je resterai fidèle à Guillaume Soro, quel que soit ce qui va arriver. Donc, si quelqu'un veut me dire quelque chose, qu'il s'adresse à Guillaume Soro. Merci, honorable. Alors, dernière question, honorable. Je vais vous citer quelques noms de personnalités politiques ivoiriennes et juste avoir en quelques mots, si vous le voulez bien, une brève opinion ou quelques mots sur ces personnes-là. Alors, je vais commencer par le premier nom, Amadou Gon Coulibaly. D'accord. Mon grand frère. Alors, je pense que le grand frère, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est un homme brillant, c'est un bon technocrate, il faut le lui reconnaître. Un fin politique. Ça aussi, j'ai travaillé avec lui. Hein. Bon, contrairement à ce que les gens pensent, il est bon, il est brillant, c'est un bon politique. Mais je pense qu'il est un peu dur. Pour être franc, je pense qu'il est moins rassembleur. Ça, c'est mon opinion. Voilà, il est beaucoup nerveux. Bon, on ne peut pas avoir toutes les qualités du monde, c'est ce que je pense personnellement de lui. Mais il faut reconnaître que c'est un bon politique et puis il est brillant. Voilà. Amadou Soumaoro. Oh, notre combat national. Je pense que c'est un homme humble. C'est un homme humble qui manque parfois de caractère, mais bon, il est très humble. Je pense que s'il avait les mains libres, il pourrait être un grand rassembleur, parce que bon, il essaie en tout cas dans le cadre du groupe parlementaire, quand j'ai travaillé avec lui, il essayait d'arrondir chaque fois les angles. Donc voilà un peu ce que je pense. Voilà. Mais bon, son leadership reste à travailler un peu, je pense. Ça, c'est mon avis. Hein. C'est toi qui fais ça, après on me frappe. Voilà. Mais j'aime être franc, quoi. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Ahmed Bakayoko. Oui, je pense qu'il est très bon. Moi, j'ai travaillé avec lui. C'est quelqu'un qui a le contact facile, qui est très proche de la jeunesse. Voilà. Je pense que c'est un mobilisateur aussi. Voilà ce que je pense. Adjoumani Kwasi. Pardon, qui? Adjoumani Kwasi Kobena. Oh, je ne le connais pas trop. Je ne le connais pas trop, sincèrement. Mais je sais que je l'ai beaucoup apprécié dans la crise post-électorale pour son engagement. J'aurais souhaité qu'il reste loyal au président Bédié. Ça ferait de lui un grand homme. Malheureusement, ce que je vois actuellement là, chacun a sa voix. Ok. Yasmina Wenye. Je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. C'est une belle dame qui apprend à se faire du chemin. Vous savez, en général, quand on les appelle les fils ou les filles à papa, n'ont pas le caractère de Yasmina. Yasmina essaie de se construire une personnalité, malgré le fait que son père soit quand même un des visages emblématiques de la Côte d'Ivoire. Et ça, j'apprécie ça chez elle. J'échange beaucoup avec elle, c'est une amie. Elle est très brillante. Et je pense qu'elle va aller très loin. Voilà, je l'apprécie beaucoup. Kwadjo Konan-Bertin, Kakabe. Oh, bon, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué.
même depuis les années universitaires, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui se bat, qui essaie de se faire du chemin, qui essaie de se construire la personnalité. Je pense que ce que peut-être on peut reprocher à Kanigui, on peut reprocher ça à Kakabe, mais si j'avais été à sa place, je ne serais pas candidat aux élections présidentielles de 2015. Je ne l'aurais pas fait. Bon, il l'a fait, mais ce n'est pas une récrimination par contre, parce que c'est un citoyen ivoirien. Voilà, c'est un citoyen ivoirien. Je pense qu'il essaie aussi de donner ses opinions. Voilà. L'avant-dernier nom sur notre liste, quoi, Justin? Lui aussi, je ne l'ai pas trop pratiqué. Je n'ai pas trop pratiqué quoi, mais je sais qu'il est courageux. Il est courageux. En général, il élève de la voix quand le FPI est en difficulté. Il assume ses convictions, il prend des coups. Et ça, j'apprécie ça chez lui. Parce que il ne faut pas être courageux en temps de paix. Et je pense que quoi est un homme courageux. Voilà. Et le dernier nom sur notre liste, Jean-Louis Billon. C'est totalement quelqu'un que je n'ai jamais approché, ça honnêtement. Mais vu de loin, c'est quelqu'un c'est aussi une des icônes de la Côte d'Ivoire parce que c'est un grand homme d'affaires. Il est beaucoup plus connu homme d'affaires que homme politique. Et je l'apprécie beaucoup. Il n'y a pas un Ivoirien qui va dire qu'il n'apprécie pas Billon. C'est quelqu'un qui a investi, qui a réussi et qui n'a pas réussi surtout dans la politique. Et il faut le respecter. Voilà. Alors, honorable Kanigui Soro, avant de vous permettre de donner votre dernier mot, j'aimerais vraiment vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un vrai plaisir pour moi d'échanger avec vous et j'avoue que mon admiration pour vous en est sortie grandissante. En tout cas, j'aimerais au nom de Radio PDCI RDA vous féliciter pour le travail que vous abattez, pour votre courage, pour votre loyauté et puis vous souhaiter vraiment un bon vent dans la politique ivoirienne. Et sur ce, j'aimerais vous donner l'occasion de donner votre mot de fin pour cet échange. Merci beaucoup, frère. Je voudrais commencer par vous dire merci. Vous qui m'avez donné l'opportunité de me prononcer sur un certain nombre de sujets de la vie politique de notre pays. Je voudrais dire merci à la radio, merci aux militants et aux militants du PDCI RDA. Je voudrais dire merci à tous les auditeurs qui nous écoutent, qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas. C'est la démocratie et c'est à travers aussi les critiques que nous allons essayer de nous améliorer. Je voudrais présenter mes excuses au peuple de Côte d'Ivoire pour ce que j'ai fait pendant mon bref parcours politique qui n'a pas plu à certains. Je voudrais leur présenter nos excuses. Notre intention n'a jamais été de nuire à notre pays. Nous voulons tout simplement que notre pays soit meilleur. Les méthodes peuvent ne pas être celles que les uns et les autres apprécient. Mais sachez une chose, c'est que dans la vie, quand on avance, on tire leçon de son passé pour être meilleur. Et nous essayons d'être meilleurs. Aujourd'hui, dans le cadre du racisme, nous souhaitons que l'ensemble des Ivoiriens considèrent le racisme comme un mouvement de grand rassemblement, au-delà des partis politiques. Nous, on envoie souvent les gens dire que c'est une faction du RDR. Le RAC n'est pas une faction du RDR. C'est pour ça que nous en appelons au rassemblement des Ivoiriens de toutes les tendances politiques. Et nous, pour terminer, on souhaite tout simplement que 2020 soit un épisode apaisé de notre pays. Parce que depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, depuis que le père de la nation ivoirienne, Fouad Boigny, est décédé, on n'a jamais organisé d'élection présidentielle sans bain de sang. Faisons en sorte que 2020 soit apaisé et faisons en sorte que la vie de la Côte d'Ivoire continue d'être une vie stable pour que la Côte d'Ivoire soit meilleure et que la Côte d'Ivoire soit un grand pays. Pour toutes celles qui nous soutiennent, on leur dit merci.
et on leur dit qu'on fera chaque jour des efforts pour ne pas les décevoir. Aux acteurs politiques que nous écorchons, tout à l'heure vous avez cité des acteurs, si de temps en temps nos observations les touchent, ce n'est pas par méchanceté, c'est par volonté de franchise. Donc on voudrait aussi leur présenter nos excuses et dire aux uns aux autres que nous restons ouverts à toute forme de discussion pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup, honorable. Et veuillez transmettre nos salutations au président Soro Guillaume. Non, il n'y a pas de souci, frère, je le dirai. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. OK, c'est bon, le direct est fini. OK, merci beaucoup, honorable. Et puis, à la prochaine. Merci.